je vous en parlais dans le premier épisode, je vais en manifestation depuis longtemps. Mon premier traumatisme, c'était en 2009, à Lille. Un manifestant avait été plaqué au sol et menotté. Pourtant, 2 policiers continuaient de le frapper avec leur tonfa, sans aucune raison, et sans qu'il puisse se défendre. Quand j'ai sorti mon portable pour filmer, un de leurs collègues est venu vers moi en brandissant sa matraque. Au cours des manifestations contre la loi travail, pendant le mandat de François Hollande, la violence est montée d'un cran. Aujourd'hui, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, elle est telle que je n'ai pas osé aller en manifestation pendant plusieurs mois. Avant, j'avais peur de finir en garde à vue. Aujourd'hui, j'ai peur d'être mutilée. Car ce n'est pas la violence des manifestants qui a augmenté, mais bien celle de la répression, comme l'explique le sociologue Pierre Douillard-Lefebvre. On voit que la doctrine de ces armes-là, c'est en blesser un pour en terroriser 1000. C'est vraiment de ça dont il s'agit, parce qu'en réalité, on a observé que des policiers qui tirent une balle en caoutchouc dans une foule, en réalité, ça a pas vraiment l'effet de repousser une foule. Il y a eu des situations de grande confusion dans des manifs nantaises où on apprenait que le lendemain, qu'une personne avait été gravement blessée, par exemple. En revanche, ça a un effet politique a posteriori, dans le sens où beaucoup de gens ne retournent plus en manif, ont peur. Dans le cas qui me concerne typiquement, quasiment tous les lycées de Nantes avaient été bloqués par les lycéens. Il y avait des manifestations très dynamiques, très régulières. Il a suffi de 3 jours après le fait que j'ai été hospitalisé pour que tous les lycées soient débloqués. Tout simplement, pourquoi ? Parce que les parents ont tous dit à leurs enfants « mais t'as vu ce qu'ils font ?» Et en fait, la terreur, elle fonctionne. Et si les gilets jaunes ont été de moins en moins nombreux ces dernières semaines dans les rues, c'est que cette terreur, elle a fonctionné en fait. C'est pas parce qu'il y aura un essoufflement qui est sans cesse répété par certains médias ou parce que le gouvernement aurait convaincu qui que ce soit. Le niveau de détestation est toujours le même à l'égard d'Emmanuel Macron. Non, c'est parce que les gens ont peur de se mettre en jeu, tout simplement parce que partir en manif aujourd'hui, ça implique peut-être le soir de se retrouver en prison ou avec une main en moins ou un œil en moins. On en est là aujourd'hui en France. Le maintien de l'ordre s'est construit en France pour limiter les violences contre les manifestants. Au XIXe siècle, c'était l'armée qui gérait les protestations, faisant de nombreuses victimes. C'était encore le cas sous la Troisième République, avec le massacre des communards en 1871. À l'époque, les manifestants étaient considérés comme des combattants, et non comme des civils. Mais le corps des officiers et l'opinion publique acceptaient de moins en moins qu'on tire sur des citoyens. Le pouvoir politique a demandé aux militaires de limiter la violence de ces interventions. Puis, au début du XXe siècle, on a confié le maintien de l'ordre à des corps spécifiques. Dans les années 20, on a créé les gardes républicaines mobiles, qui d'ailleurs n'étaient pas armées à l'époque. Après la Seconde Guerre mondiale, l'État a complété ce dispositif avec la création des compagnies républicaines de sécurité. Longtemps, le savoir-faire français en termes de pacification du maintien de l'ordre a été reconnu, malgré des épisodes violents, notamment pendant la guerre d'Algérie et mai 68. Mais aujourd'hui, selon le sociologue Laurent Bonelli, il est de moins en moins adapté. Pendant longtemps, le maintien de l'ordre français a été présenté comme un modèle d'excellence. Quand je dis présenté comme un modèle d'excellence, c'est très souvent exporté par des formations, par toute une série de choses. Bon. Or, ce que l'on voit effectivement, c'est que, deux collègues ont appelé ça le splendide isolement des forces de l'ordre françaises, c'est que un peu partout en Europe, notamment à l'issue des mouvements des contre-sommets G7 ou G8 et autres, on a vu finalement des réflexions qui se sont mises en place, en Allemagne notamment, sur les stratégies de désescalade. C'est-à-dire au fond, quand on a des manifestations, des parties de manifestations qui deviennent violentes, comment est-ce qu'on peut, au lieu d'en rajouter, assurer une désescalade ? Bon. Là, il y a toute une tas de savoirs qui se sont développés et qui fonctionnent, il faut le dire, assez bien. Et les forces de l'ordre françaises sont très largement restées à côté de cela. Bon. D'une part, parce que on a réduit le nombre de forces de l'ordre, c'est-à-dire que ce qui était un vrai métier des forces de l'ordre a perdu vraiment de sa place au sein même des institutions de forces de l'ordre. Ça, je pense que c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la police a une spécificité par rapport à d'autres institutions, c'est que c'est une institution très autonome à l'heure de définir ses missions, comment les exercer. Alors, c'est plus difficile d'assigner à la police des tâches que de le faire à des fonctionnaires de la poste ou de la sécurité sociale. Ils ont à gérer des situations très différentes, depuis des touristes qu'il faut renseigner jusqu'à un braquage de banque ou un attentat terroriste. Donc historiquement, la police se traduit, ou les forces de l'ordre se traduisent par une très grande autonomie dans la manière de définir leur manière de travailler et leur mission. Bon. Or, on vit en France sur 30 ans de politique sécuritaire, c'est-à-dire un moment où la sécurité a été
constitué comme un problème politique à part entière, et ces 30 ans de politique sécuritaire ont très largement revalorisé la place finalement de la police et la voix de la police dans la manière de définir les problèmes sociaux et un certain nombre de problèmes. Or, vous ne pouvez pas, d'un côté, revaloriser systématiquement la police en disant la police c'est le dernier rempart, c'est plus la politique, le problème des quartiers, ce n'est plus un problème de politique de la ville ou de développement économique, c'est un problème de police. Bon. Vous ne pouvez pas d'un côté dire ça, et de l'autre côté, dès lors que la police fait un certain nombre de choses, la désautoriser ou dire vous faites n'importe quoi. C'est très compliqué, c'est-à-dire je pense qu'il y a une relation de dépendance d'un certain nombre de professionnels de la politique aujourd'hui et de gouvernement à l'autorité policière, qui est sans doute inégalée dans notre histoire. Depuis, alors même si on prend les réformes de police depuis le début des années 80, vous avez eu des moments sur la formation, sur la déontologie, qui étaient ces moments précisément de reprise en main de contrôle de la police. Depuis effectivement le tournant sécuritaire de la fin des années 90, on a plutôt des lois qui vont systématiquement dans le sens de renforcer l'autonomie et les marges d'action et d'appréciation de la police, qu'il s'agisse de la police de maintien de l'ordre, qu'il s'agisse de la police ordinaire ou qu'il s'agisse du renseignement. Willy Ledevin, journaliste à Libération, apporte quelques précisions sur les stratégies des forces de l'ordre. Il y a eu une grande interrogation tactique ces dernières années qui consiste à savoir si le maintien de l'ordre doit consister à des unités à distance des manifestants pour tenter de ne pas blesser les manifestants, quitte à ce qu'il y ait plutôt de la casse matérielle, ou est-ce que tactiquement, il faut plutôt être vigoureux, se rapprocher des manifestants et procéder à des tactiques de rapprochement, d'interpellation, voire de confrontation, pour intervenir plus en amont et pour empêcher justement qu'il y ait beaucoup de casse. Ça a été débattu 1500 fois depuis les manifestations loi travail en 2016 qui ont été extrêmement violentes, et sur lesquelles, en fait, il y avait cette doctrine à laquelle tenait Michel Delpuech à l'époque, Michel Cadot avant et Michel Delpuech ensuite, de non-confrontation, c'est-à-dire de se tenir à distance pour ne pas blesser trop les manifestants. Mais ça pouvait donner, comme pour le 1er mai par exemple 2018, de la casse considérable au plan du nombre de magasins qui étaient détruits. Là, il y a un débat politique, c'est-à-dire qu'après, le gouvernement ou la préfecture est mis face au bilan par l'opposition qui décide d'instrumentaliser la casse pour expliquer que l'ordre n'est pas respecté. Et donc, depuis le 16 mars, et le moment où les Champs-Élysées ont encore une fois été durement éprouvés au moment d'une manifestation des Gilets jaunes, le limogeage de Michel Delpuech et la décision par Christophe Castaner et Laurent Nunez de nommer Didier Lallemand comme nouveau préfet de police de Paris, il a été décidé d'une tactique différente, c'est-à-dire que la non-confrontation a été plutôt abandonnée et que désormais on essaie des tactiques de riposte beaucoup plus fortes, avec pour le coup ces unités qui sont très mobiles et qui vont au contact des manifestants pour procéder à des interpellations avant même que certaines dégradations puissent être commises. Donc voilà, le maintien de l'ordre c'est quelque chose de très politique, ça dépend vraiment de la tactique qui est employée. Il y a plusieurs possibilités de faire du maintien de l'ordre. On peut le faire de façon moins vigoureuse, plus vigoureuse, mais ça dépend vraiment de la commande politique. Ça dépend des décisions qui sont prises par l'autorité civile. C'est souvent aussi des moments de tension qui traversent le pays, de tension sociale. Et vraiment, on s'aperçoit qu'il y a eu un virage qui a été pris le 16 mars dernier, où le politique a décidé de revoir sa doctrine et vraiment de la rigidifier. Ces unités très mobiles, ce sont les BRAVEM, les brigades de répression de l'action violente motorisée. Mises en place en décembre 2018 par la préfecture de police de Paris, elles sont composées de forces non spécialisées, notamment des membres de brigades anticriminalité et de compagnies de sécurisation et d'intervention. Les braves sont particulièrement détestés des manifestants, qui les surnomme les voltigeurs, en référence à cette unité motorisée responsable de la mort de Malikou Sekine en 1986. J'ai pu constater que les braves, comme la plupart des autres forces de police qui interviennent dans les manifestations, sont très intimidantes. On a en face de soi une démonstration de force qui ne s'accompagne d'aucune communication.
Et les gendarmes mobiles s'appuient en fait sur les retours d'expérience de toutes ces manœuvres qui ont été faites dans les territoires d'outre-mer, mais aussi plus récemment à Notre-Dame-des-Landes par exemple, pour faire ce qu'ils appellent des rétex. Et par exemple, tout ce qui a été fait à Notre-Dame-des-Landes a été disséqué ensuite et nourri en fait de nouvelles doctrines qui sont utilisées pour les gilets jaunes. Il y a pas mal par exemple de réflexions qui sont aujourd'hui en cours à l'école de Saint-Astier, par exemple, pour savoir s'il faut dialoguer ou pas avec les manifestants dans l'optique d'une baisse de tension. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans les manifestations, c'est très clair, les gendarmes mobiles, les CRS ne parlent pas à la foule. Ils ne sont pas autorisés à le faire. Ou alors dans des cas à la marge. Et là, vraiment, par exemple, pour essayer de faire baisser le niveau de pression, les gradés à Saint-Astier, qui encadrent les escadrons de gendarmerie mobile, réfléchissent à générer un dialogue en fait avec les manifestants, une interaction pour expliquer aussi ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain, pourquoi ils vont disperser, s'y prendre un peu plus en amont, dire attention, vous n'allez pas être là, nos ordres c'est ceci, si dans 10 minutes, etc., vous n'êtes pas parti, nous allons devoir faire usage de ceci, si vous voulez quitter le cortège avant que nous intervenions, vous pouvez sortir par telle rue, etc., etc. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et ce qui effectivement peut susciter de la tension, des incompréhensions. Ce qui génère de la tension, ce sont également les armes de la police. Difficile d'aller en manifestation en faisant abstraction des grenades et des LBD qu'elle a à sa disposition. Inquiétant aussi de savoir que la plupart des forces qui les utilisent sont les BAC et les CSI, des unités non spécialisées et très peu formées. C'est ce que m'a confirmé Axel Ronde du syndicat policier Vigie. Les compagnies républicaines de sécurité, c'est leur job, hein. Donc eux, ils s'entraînent régulièrement, hein, puisque de toute façon, c'est leur cœur de métier, hein. Mes collègues de commissariat ne sont pas du tout formés. Ils sont pas formés. Ils ont été une petite formation en école de police, et puis c'est tout. Alors, est-ce que dans leur parcours, il y en a certains, sont passés par les compagnies républicaines de sécurité, par les compagnies d'intervention, donc ils ont pu avoir, ils ont une base, donc ils ont pu donner sur le terrain, dans le cœur de l'action, des directives. Alors, on est une petite formation, on va dire, mais ça c'est pas possible. Effectivement, dans la police nationale, ce n'est pas possible. Et encore une fois, c'est un manque d'effectifs. Vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. On veut avoir des policiers respectables, on veut avoir des policiers qui réagissent un petit peu comme des robots, mais non, c'est pas possible. On est tous humains et on a besoin aussi d'être formés. C'est pas parce qu'on a un uniforme que ça y est, on a été touché par la grâce et on est devenu un super policier non, pour être policier, c'est du temps, c'est de la formation, c'est de l'expérience du terrain. Et oui, pour former un policier, il faut de nombreuses années. Ces armes ont-elles une vraie utilité tactique ? Malheureusement, je vais dire oui, parce que nous avions en face de nous des individus particulièrement déterminés sur certaines actions. Hein, je rappelle l'Arc de Triomphe qui a été pris d'assaut. Hein, nos collègues ont failli, même un collègue a été lynché, hein, quasiment. Heureusement qu'il y a eu d'autres manifestants qui ont pris sa défense, hein, qui ont pu l'emmener, le ramener à ses collègues. Maintenant, on se retrouve avec des situations où il y a eu des cocktails Molotov de tirer contre les forces de l'ordre, des bâtiments incendiés. Il y avait des épisodes, c'était l'insurrection. L'insurrection, il y a une réplique qui est prévue. Ça peut aller à l'extrême, l'usage des armes à feu. Faut pas l'oublier. Dans le maintien de l'ordre, c'est prévu. Donc, est-ce que cet armement, est-ce que ça serait mieux de le rendre, on va dire, plus performant, effectivement, qui cause moins de blessures. C'est le but. C'est nous, on veut pas faire du mal aux gens. Le but, c'est qu'on ramène l'ordre et avec le moins de dégâts possible corporels, bien évidemment. Les policiers, aucun policier ne prend plaisir à faire du mal à autrui. Au contraire, on est là pour protéger la population et pour qu'elle se porte bien. Maintenant, on est dans une situation où on nous a donné de l'armement qui apparemment pour nous n'est pas adapté maintenant au niveau du maintien de l'ordre. Effectivement, je pense que les lanceurs de balles ne sont pas adaptés sur ce type de manifestation. Si les LBD ne sont pas adaptés au maintien de l'ordre, comme le suggère Axel Ronde, ne faudrait-il pas tout simplement les supprimer ? Laurent Bonelli. Pour qu'il y ait des interdictions d'armes, il faudrait qu'il y ait un mouvement politique fort, au moins chez les représentants, pour dire c'est scandaleux et on doit les interdire, et ça serait pas très compliqué. On peut pas reprocher à des fonctionnaires de police
d'utiliser ce qu'on met à leur disposition dans leur mission. Pas leur reprocher de les utiliser dès lors qu'ils les ont. Ce serait pas très compliqué en réalité. Vous savez, on aurait un ministre de l'Intérieur qui aurait dit la première exaction, je serai impitoyable. Je mets à pied des fonctionnaires et je dis ce comportement-là est complètement inacceptable, il ne sera plus toléré. Vous savez, ça s'arrêterait assez vite. Les grenades de désencerclement, on pourrait ne les utiliser que si vous êtes vraiment dans une situation où vous êtes encerclé. Vous avez vu beaucoup de fonctionnaires de maintien de l'ordre encerclés dans les différentes manifestations. Mais ça supposerait, effectivement, dans ces cas-là, de remettre en question les relations ordinaires, les flux de transactions qui existent entre les autorités, les forces de l'ordre et les gouvernements. Et évidemment, l'état de dépendance des gouvernements aux forces de l'ordre en ce moment est tel que personne ne se sent légitime, ne se sent même la possibilité, n'a même très certainement l'idée de les remettre en question. Certains vont encore plus loin et imaginent l'abolition pure et simple de l'institution policière. Comme Yann, anarchiste, cofondateur du collectif Désarmons-les. La police est l'une des institutions les plus représentatives de la violence d'État, des violences d'État. Parce que les violences d'État, c'est aussi bien le chômage, le capitalisme, les licenciements massifs et la violence brute des policiers qui sont là pour assurer la protection de l'ordre établi. Et on l'a bien vu avec le mouvement des Gilets jaunes, quand l'ordre établi commence à vaciller parce qu'il y a toute une pan de la société qui le remet en question, et ben on envoie des blindés, on envoie des chiens, on envoie des chevaux, on envoie des mecs à moto, on envoie tout ce qui est possible. Et on est au bord on était à la limite de l'arme à feu, quoi. Et ça, c'est un signe de faiblesse du pouvoir établi. Et nous, évidemment, on a un peu ce rôle on est un peu les petits connards qui viennent pointer là où ça fait mal en disant vous voyez, c'est ça la nature de l'institution policière, la vraie nature de l'institution policière. Et il n'est pas question de préserver cette institution, il est question de la renverser. L'anarchisme propose l'idée de communes autonomes et fédérées entre elles. Les individus prendraient des décisions ensemble au sein de ces communes grâce à un système de démocratie directe. Pour mettre en place une commune libre, il faut que les gens acceptent l'idée de ne plus être des esclaves, de ne plus être dépendants d'un système, de ne plus être représentés, mais d'être soi-même son propre représentant. Et donc, si on veut résoudre des questions du quotidien, eh ben, tu vas à ton assemblée de communes, à ton assemblée de rue, à ton assemblée d'immeubles. Tu vois, finalement, c'est assez drôle parce que ça existe dans la société. Mais c'est pas du tout conçu comme un endroit de pouvoir au peuple. Et du point de vue de la police, puisque c'est notre question, la grande question quand tu défends des idées anarchistes libertaires, c'est oui, mais alors s'il n'y a pas la police, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, tu regardes au Chiapas, tu regardes les expériences qui existent. Alors, pareil, il ne faut pas se dire que ces expériences sont parfaites, mais a priori, l'expérience capitaliste, elle est loin d'être parfaite, elle est même catastrophique. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas comme exemple d'autres projets, micro-projets de société ? En tout cas, dans les communes zapatistes, et au Rojava, il y a ce qu'on appelle les milices d'autodéfense. Le terme est très moche parce que ça fait tout de suite penser à paramilitaire, quoi. Mais on peut penser des groupes d'autodéfense. Après, si c'est juste le terme, on s'en bat les reins. Parce que si c'est fait de manière humaine, intelligente, etc., et collective, il n'y a pas de raison d'avoir peur de milices d'autodéfense populaire. Puisque l'autodéfense populaire, c'est aussi un des principes de l'anarchisme. Parce que l'autodéfense populaire, elle implique la sécurité, mais aussi ça inclut la question du respect de l'autre, du respect aussi de la transmission. C'est-à-dire qu'il y a une transmission. Les enfants aussi ont quelque chose à apprendre des générations précédentes. Donc ça inclut énormément de choses. Qui a été dévoyé par le capitalisme, le principe des grands frères dans les quartiers. C'est un peu l'utilisation de cette idée-là, mais de manière complètement dévoyée. Puisque les grands frères, c'est tout bonnement, c'est des capots, c'est des flics. C'est des flics dans les quartiers qui sont issus des quartiers. Et c'est horrible, en fait. On utilise des gens pour contrôler les autres. Et c'est pas ça, en fait. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une expérience, et les groupes d'autodéfense, en fait, c'est pas juste des porte-flingues qui vont aller chasser du criminel et du délinquant, c'est des gens qui vont résoudre les questions. C'est lié à la question de la justice. Comment les milieux politiques comme les nôtres se font justice. Et nous, on n'a pas résolu, dans les milieux anarchistes, on n'a pas du tout résolu cette question-là. Mais elle est fondamentale. Se faire justice et avoir la sécurité, c'est deux choses qui doivent être gérées par la communauté et par des groupes d'autodéfense qui ne sont pas spécialisés. C'est-à-dire que ce n'est pas des polices, là, aujourd'hui, la police dans le monde capitaliste, elle ne peut qu'être contractuelle, ça peut qu'être une espèce de force indépendante, spécialisée sur la question, etc. Alors que dans une communauté qui va bien, tout le monde participe à la police de la communauté. Et en fait, il n'y a pas de problème de délinquance. Il n'y a pas de problème de délinquance parce qu'ils sont résolus par l'ensemble de la communauté, avec tous les acteurs de la communauté. Et on est capable de se dire les choses, on n'a pas peur de nos propres enfants. C'est ça le drame de cette société, c'est que les gens ont peur de leurs propres enfants, dans les quartiers, notamment les jeunes de banlieue. Et en fait, ce que je trouve très intéressant dans les banlieues, c'est qu'il y a une notion qu'on n'a pas
dans les classes moyennes blanches, c'est la notion du respect des frères et sœurs, en fait. Du respect. Alors, c'est pas la famille au sens Vichy du terme, tu vois. C'est plus un code d'honneur, un truc entre le code d'honneur et le respect mutuel. Et le respect mutuel, c'est fondamental dans une société. C'est ça qui fait la sécurité, en fait. Quand ma voisine, qui a 80 ans, me dit « S'il te plaît, est-ce que tu peux baisser la musique ?» J'ai envie de dire « Ah oui, t'as raison, pardon, excuse-moi, on fera gaffe, etc. » Tu vois, il y a tout un truc de respect mutuel qui s'est perdu, mais c'est pas à cause des gens, en fait. C'est l'individualisme véhiculé par le capitalisme qui a développé ces trucs-là. J'ai voulu faire ce reportage pour donner la parole à toutes les parties, de chaque côté de la barricade. Ce qu'on m'a confié m'a parfois conforté dans mon expérience personnelle de manifestante, parfois surprise, souvent questionnée. Avant, pendant ou après les manifestations, sur le terrain ou dans la presse, rien n'est aussi simple qu'on aimerait le croire. Il n'était pas question avec ce podcast de trouver des solutions, mais d'exposer le problème, d'en éclairer toutes les facettes. De donner, en 7 épisodes, les clés pour comprendre le maintien de l'ordre et ses limites, son évolution en France ces dernières années, l'impact qu'a pu avoir le mouvement des Gilets jaunes. À l'hiver 2019, alors que les grèves face à la réforme des retraites durent, les tensions sociales qui agitent la France sont toujours au plus fort. Analyser ce qui se joue lors des manifestations est plus que jamais nécessaire, surtout dans un contexte où les dogmes du maintien de l'ordre semblent voler en éclats. Vous venez d'écouter le dernier épisode du podcast Les Forces du Désordre, un documentaire de Samia Basile produit par Slate.fr. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et à le partager sur les réseaux sociaux. Tous les épisodes sont à retrouver sur Slate.fr.